Je m'appelle Eliane Morel. J'ai 79 ans. Et pendant toutes ces décennies, j'ai cru que je connaissais ma famille. Chaque visage, chaque histoire, chaque vérité. Mais ce matin du 15 mars 2022, alors que je tenais entre mes mains tremblantes un simple morceau de papier, j'ai compris quelque chose de terrible. On peut passer toute une vie à regarder sans jamais vraiment voir. On peut construire un monde entier sur des questions qu'on refuse de poser. Et parfois, la vérité n'arrive pas comme un coup de tonnerre. Elle arrive comme une lumière douce qui éclaire ce qui était là depuis toujours, dans l'ombre, sous nos yeux, attendant simplement qu'on accepte de la regarder en face. Ce papier que je tiens encore, un examen de DNA, blanc, clinique, avec des lignes et des chiffres et un nom que je connais depuis des années. Un nom qui devrait me rassurer, mais qui ce matin me glace le sang. Parce que ce n'est pas le nom en lui-même qui me fait trembler. C'est ce qu'il signifie. C'est toutes les petites choses que j'ai ignorées pendant des années qui soudain se mettent en place comme les pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir. Mes doigts sont engourdis. Le papier froisse sous ma prise. Et je ne peux pas détacher mes yeux de ce nom. Celui que j'aurais dû questionner il y a longtemps. Celui que j'ai choisi de ne jamais questionner. Ma fille Sophie est assise en face de moi. 32 ans. Les mêmes yeux noisettes que moi, la même ligne de mâchoire que sa grand-mère paternelle. Elle me regarde avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Pas de colère, pas de reproche, juste une sorte de calme profond, comme si elle avait attendu ce moment pendant des années, comme si elle savait que ce jour viendrait. Et moi, assise dans ce petit café sur la rue Crébillon, à 2 pas de la place Royale, je réalise que ma fille m'a amenée ici pour une raison précise. Loin de la maison. Loin des murs qui ont entendu trop de silence. Loin de mon mari Bernard, qui en ce moment même lit son journal dans notre salon du passage des tanneurs, sans savoir que tout est en train de basculer. Le café sent le pain grillé et le café frais. Il y a une femme à la table d'à côté qui rit avec une amie. Un serveur qui passe avec un plateau. La vie continue autour de nous. Mais pour moi, le monde vient de s'arrêter. Je dois vous dire quelque chose avant de continuer. Vous qui écoutez cette vieille femme raconter son histoire. D'où regardez-vous en ce moment? De quelle ville? De quelle région? Est-ce qu'il fait jour chez vous? Ou est-ce que c'est la nuit? Mettez-le dans les commentaires, parce que ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas seule avec ces mots. Si vous ressentez quelque chose en écoutant, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Abonnez-vous si vous voulez entendre la suite, parce qu'il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Et celle-ci, je vous promets, va vous faire réfléchir sur tout ce que vous croyez savoir sur votre propre famille. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Comment une femme de 79 ans qui pensait avoir tout compris s'est retrouvée face à une vérité qu'elle avait passé des décennies à éviter. Je suis née en 1943, pleine guerre. Ma mère s'appelait Geneviève, mon père Joseph. Nous vivions dans un petit appartement à Nantes, pas loin du château des Ducs de Bretagne. Mon père travaillait au chantier naval. Ma mère tenait la maison et cousait pour les voisines pour arrondir les fins de mois. C'était une époque dure. On ne parlait pas de ses sentiments. On ne se plaignait pas. On faisait ce qu'il fallait faire. On survivait. Ma mère me disait toujours « Fais pas ta maligne, Eliane. Garde la tête sur les épaules. Les questions, ça sert à rien si tu peux pas changer les réponses. » Et j'ai grandi comme ça, apprenant à ne pas trop regarder, à ne pas trop demander, à accepter ce qu'on me disait. J'ai rencontré Bernard en 1963. J'avais 20 ans. Lui, 24. Il travaillait comme comptable dans une entreprise de transport. Sérieux, fiable, toujours à l'heure, toujours correct. Mes parents l'ont adoré tout de suite. Un bon parti, disait ma mère. Un homme stable. Pas de surprise avec lui. On s'est mariés en 1965. Une petite cérémonie à l'église Saint-Nicolas. Robe simple. Quelques invités. Repas dans un restaurant du centre. Puis on a loué un appartement passage des tanneurs. Petit mais propre. 2 chambres. Une cuisine avec une fenêtre qui donnait sur la cour. J'ai accroché des rideaux que j'avais cousus moi-même. Bernard a installé des étagères dans le salon. On a commencé notre vie ensemble. Je me souviens de notre première année de mariage. Bernard partait travailler à 7 heures du matin. Il revenait à 6 heures du soir, toujours ponctuel. On dînait ensemble.
Il lisait le journal. Je reprisais ou tricotais. On regardait la télévision. Le dimanche, on allait à la messe, puis on se promenait au jardin des plantes. Tout était prévisible, rassurant. Exactement ce que j'avais appris à valoriser. La stabilité, la routine. Pas de vagues, pas de drame. Une vie tranquille. Sophie est née en 1990, notre seul enfant. J'avais 47 ans, une grossesse tardive qui m'a surprise. Le médecin m'avait dit que ce serait difficile à mon âge. Mais Sophie est arrivée, toute petite, cheveux noirs, yeux fermés, elle pleurait fort. Une voix puissante pour un si petit corps. Bernard l'a prise dans ses bras avec précaution, comme s'il avait peur de la casser. Il a souri. Un vrai sourire. Quelque chose que je ne voyais pas souvent chez lui. Et il a dit notre fille Eliane, notre petite Sophie. J'ai élevé Sophie comme ma mère m'avait élevée. Avec discipline, avec structure. Mange proprement, fais tes devoirs, respecte les adultes. Ne pose pas trop de questions, sois reconnaissante. Mais Sophie n'était pas comme moi. Dès toute petite, elle voulait comprendre. Pourquoi maman? Comment ça marche? Qui a décidé ça? Elle regardait tout avec ses yeux curieux. Elle ne se contentait pas des réponses simples. Ça m'agaçait parfois. Je lui disais « c'est comme ça, Sophie. Pas besoin de tout savoir. » Mais elle continuait à observer, à réfléchir, à poser ses questions silencieuses avec son regard. Quand Sophie était enfant, elle adorait dessiner. Elle passait des heures assise à la table de la cuisine, avec ses crayons de couleur et ses feuilles blanches. Elle dessinait notre famille. Moi avec mes cheveux tirés en chignon. Bernard avec ses lunettes et son costume. Elle-même avec sa robe préférée. Mais parfois, elle dessinait des choses étranges. Des personnages sans visage, des maisons avec des portes fermées, des arbres avec des branches qui se tordaient bizarrement. Je lui demandais « C'est quoi ça, Sophie ?» Elle haussait les épaules. « Je sais pas, maman. C'est juste ce que je vois. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je crois que je commence à comprendre. » À l'adolescence, Sophie est devenue plus silencieuse. Elle passait beaucoup de temps dans sa chambre. Elle lisait. Elle écoutait de la musique. Elle évitait les repas de famille quand elle le pouvait. Bernard disait « C'est normal, Eliane. Les adolescents sont comme ça. Ils ont besoin d'espace. » Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas juste de l'adolescence normale. Il y avait une distance dans ses yeux, une sorte de protection, comme si elle s'était construit un mur. Je me disais qu'elle s'ouvrirait avec le temps, qu'elle finirait par me parler. Mais les années passaient et le mur restait. Elle est partie étudier à Paris à 18 ans. Architecture. Elle voulait créer des espaces, disait-elle, des lieux où les gens se sentent en sécurité. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça signifiait, mais j'étais fière qu'elle aille à l'université. Elle revenait à Nantes pour les fêtes, Noël, Pâques, parfois l'été, mais les visites étaient brèves, polies. Elle embrassait Bernard sur la joue. Elle m'aidait à mettre la table. Elle parlait de ses cours, de ses projets, mais jamais vraiment d'elle, jamais de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle pensait vraiment. C'était comme si on se connaissait sans se connaître. Après ses études, elle est restée à Paris. Elle a trouvé un travail dans un cabinet d'architecture. Elle louait un petit studio dans le 11e arrondissement. Elle m'appelait une fois par semaine, le dimanche soir, toujours à la même heure, 19h30. On parlait 10 minutes, 15 maximum. Ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Le travail, la santé, la météo. Puis au revoir, maman. Au revoir, Sophie. Et je raccrochais avec cette sensation étrange, cette impression qu'on venait d'avoir une conversation sans rien dire. Il y a 6 mois, Sophie m'a appelé un jeudi après-midi. Pas un dimanche, pas à 19h30, à 15h. J'étais en train de plier du linge dans le salon. Bernard était sorti faire des courses. Le téléphone a sonné. J'ai décroché. « Maman, c'est moi. » Sa voix était calme. Trop calme. « Est-ce que tu peux venir à Paris? Quand? Bientôt. La semaine prochaine, si possible. » Pourquoi? J'ai besoin de te parler de quelque chose. C'est grave. Non, maman, pas grave, juste important. Mon cœur s'est serré.
D'accord, ma chérie, je viendrai. Merci, maman. J'ai pris le train pour Paris le mardi suivant. 2 heures de voyage. J'ai regardé le paysage défiler par la fenêtre. Les champs, les villages, les pylônes électriques. Je me demandais ce que Sophie voulait me dire. Peut-être qu'elle allait se marier, ou qu'elle avait trouvé un nouveau travail, ou qu'elle déménageait à l'étranger. Je ne m'attendais pas à ce qui allait vraiment se passer. Sophie m'attendait à la gare Montparnasse. Elle portait un manteau beige, un foulard bleu. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, mais elle a souri en me voyant. On s'est embrassés. Elle a pris mon sac. On a marché jusqu'à un café pas loin de la gare. Un endroit tranquille avec des banquettes en velours rouge et des miroirs au mur. On s'est assise près de la fenêtre. Elle a commandé un thé. Moi, un café. Pendant un moment, on a parlé de choses banales. Son travail, mes voisins, la santé de Bernard. Puis elle a posé sa tasse. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle a dit « Maman, je vais te poser des questions. Des questions sur notre famille, sur papa, sur toi, sur des choses qui se sont passées quand j'étais petite. Et j'ai besoin que tu répondes honnêtement, même si c'est difficile, même si tu penses que ça n'a pas d'importance. D'accord. » J'ai hoché la tête. « D'accord, Sophie. Demande. » Elle a commencé doucement. « Tu te souviens de l'année 1995 ? » Oui, j'avais 5 ans. Où est-ce qu'on habitait ? Passage des Tanneurs. Même appartement qu'aujourd'hui. Est-ce que papa travaillait toujours comme comptable ? Oui, il n'a jamais changé de métier. Est-ce qu'il voyageait pour son travail ? Parfois, pas souvent. Combien de fois par an ? Je ne sais pas, Sophie. Quelquefois peut-être. 4-5 fois. Elle a continué. En 1998. J'avais 8 ans. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui venait souvent à la maison ? Qui ça ? N'importe qui. Un ami de papa, un collègue, un voisin. Je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Il y avait ton oncle Marcel qui passait de temps en temps, le frère de papa. Et puis il y avait monsieur Leroux qui habitait au 2e. Il montait parfois boire un verre avec papa. Il parlait de foot, de politique. Sophie a noté quelque chose sur un petit carnet. Monsieur Leroux. Il s'appelait comment ? Jean. Jean Leroux. Il habitait là combien de temps ? Je ne sais pas exactement. Plusieurs années. De quand à quand ? Oh Sophie, je ne me souviens pas de tout ça. C'était il y a plus de 20 ans. Essaie, maman. S'il te plaît. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me rappeler. Jean Leroux. Grand. Mince. Cheveux gris. Il fumait la pipe. Il avait un chien. Un épagneul breton. Il était arrivé, je crois, en 1996. Il est parti en 2002 ou 2003. Pourquoi tu me demandes ça, Sophie ? Continue maman. Est-ce qu'il venait souvent ? Oui, assez. 1 fois par semaine peut-être. Est-ce qu'il restait longtemps ? Parfois. Il dînait avec nous de temps en temps. Est-ce que je le connaissais bien ? Oui, tu le connaissais. Il t'apportait des bonbons. Il te montrait des tours de magie. Tu l'aimais bien. Sophie a arrêté d'écrire. Elle m'a regardée. Est-ce qu'il restait parfois quand papa n'était pas là ? Quoi ? Est-ce qu'il venait à la maison quand papa était en déplacement ? Je ne sais pas. Peut-être. Pourquoi faire ? Pour m'aider avec quelque chose. Pour apporter du courrier. Je ne me souviens pas exactement. Le serveur est passé. Il a rempli nos tasses. Sophie a attendu qu'il s'éloigne. Maman, est-ce qu'il y a eu un moment où monsieur Leroux est venu plus souvent ? Un moment où il passait presque tous les jours. Je sentais mon cœur battre plus vite. Pourquoi tu me poses toutes ces questions, Sophie ? Réponds, s'il te plaît. Je réfléchissais. Oui, il y a eu une période. En quelle année ? En 2000, peut-être 2001. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Rien de spécial. Papa travaillait beaucoup. J'étais souvent seule à la maison avec toi. Monsieur Leroux passait nous tenir compagnie. C'était gentil de sa part. Sophie a posé son stylo. Elle a pris une grande inspiration. Maman. En 2001, j'avais 11 ans. Et je me souviens de monsieur Leroux. Je me souviens très bien de lui. Je me souviens qu'il venait presque tous les soirs. Je me souviens que tu souriais quand il arrivait.
d'une façon que tu ne souriais jamais avec papa. Je me souviens que vous parliez pendant des heures dans la cuisine, pendant que je faisais mes devoirs dans ma chambre. Je me souviens qu'une fois, je me suis levée pour aller aux toilettes, et je vous ai vu dans le salon, assis très près l'un de l'autre. Et quand vous m'avez entendu, vous vous êtes écartés très vite. Je sentais le sang quitter mon visage. Sophie, qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, maman. Je te raconte ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris, même enfant. Que Monsieur Leroux n'était pas juste un voisin gentil, qu'il y avait quelque chose entre vous, quelque chose que tu ne voulais pas voir, ou que tu as choisi d'oublier. Ma gorge était serrée. Ce n'est pas vrai, Sophie. Il n'y avait rien. C'était un ami. C'est tout. Maman, je ne te juge pas. Je ne suis pas en colère. Je veux juste que tu arrêtes de faire semblant. Parce que toute ma vie, j'ai senti qu'il y avait des choses qu'on ne disait pas, des choses qu'on ne regardait pas. Et maintenant, j'ai besoin que tu regardes. Parce que ce que je vais te dire ensuite va tout changer. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Blanche, pliée en deux. Elle l'a posée sur la table entre nous. Maman, je suis enceinte. Le monde a basculé. Enceinte. Oh Sophie, c'est merveilleux. Qui est le père? Est-ce que tu vas te marier? Elle n'a rien dit. Elle a juste poussé l'enveloppe vers moi. Ouvre. Mes mains tremblaient. J'ai pris l'enveloppe. J'ai sorti le papier. Un examen de DNA. Des lignes, des chiffres, des pourcentages, et en haut, le nom du père présumé, Jean Leroux. J'ai lu le nom 3 fois, 4 fois. Comme si les lettres allaient changer. Comme si j'avais mal compris. Jean Leroux. Jean Leroux. Ce nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Ce nom que j'avais rangé dans un coin de ma mémoire avec tous les autres souvenirs que je préférais ne pas revisiter. Et maintenant, il était là, sur ce papier, associé à ma fille, au bébé qu'elle portait. Mon esprit refusait de faire le lien, refusait de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Sophie me regardait, calme, patiente, attendant que je lève les yeux vers elle, attendant que je dise quelque chose. Mais je ne pouvais pas parler. Ma bouche était sèche. Mon cœur battait trop fort. Mes mains serraient le papier si fort qu'il commençait à se froisser. Finalement, j'ai réussi à murmurer. « Comment? Comment est-ce possible? Tu avais 11 ans quand il est parti. Comment peux-tu être enceinte de lui maintenant ?» Sophie a secoué la tête doucement. « Maman. Lis encore. Regarde la date du test. » J'ai regardé. Le test était daté d'il y a 3 semaines. Mars 2022. Mais le nom était là. Jean Leroux, père biologique, avec 99,9% de certitude. Je ne comprends pas, Sophie. Explique-moi. Elle a pris le papier de mes mains. Elle l'a retourné. Au dos, il y avait d'autres informations. Des notes manuscrites, une adresse à Lyon, un numéro de téléphone et une phrase. Contact établi janvier 2022. Rencontre février 2022. Maman, a dit Sophie. Jean Leroux n'est pas mort. Il n'a pas disparu. Il vit à Lyon. Il a 68 ans. Il est veuf, sans enfant. Enfin, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce que je le contacte. Comment tu l'as trouvé? J'ai cherché. Pendant des années. Depuis que j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à me poser des vraies questions sur qui j'étais. Sur pourquoi je ne ressemblais à personne dans notre famille. Sur pourquoi je me sentais toujours différente, décalée, comme si je n'étais pas vraiment à ma place. Les mots ne venaient pas. Je fixais ma fille comme si je la voyais pour la première fois. Sophie, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Exactement ce que le papier dit, maman. Jean Leroux est mon père biologique, pas Bernard. Jean. Non, non, c'est impossible. Tu es la fille de Bernard. Tu es née dans notre mariage. Tu portes son nom. Tu as grandi avec lui. Non, Sophie. Tu te trompes. Ce test doit être faux. Elle a secoué la tête. Le test n'est pas faux, maman. J'en ai fait 3. Avec 3 laboratoires différents. Tous disent la même chose. Jean Leroux est mon père. Et toi, tu le sais. Au fond de toi, tu l'as toujours su. C'est pour ça que tu ne voulais jamais parler de lui. C'est pour ça que quand il est parti, tu as dit qu'il avait juste déménagé et qu'on ne le reverrait plus.
C'est pour ça que tu détournais la conversation chaque fois que je mentionnais son nom. Je sentais les larmes monter. Non, Sophie. Non. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Bernard est ton père. Il t'a élevé. Il t'aime. Tu es sa fille. Sophie a tendu la main vers moi. Elle a touché mon bras. Maman. Respire. Je sais que c'est un choc. Mais écoute-moi. J'ai besoin que tu écoutes vraiment. Pas avec ta peur. Pas avec ton déni. Avec ton cœur. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer. Le café autour de nous continuait à vivre. Des rires, des conversations, le bruit des tasses. Mais dans ma tête, c'était le chaos. Des images me revenaient. Des souvenirs que j'avais enfouis. Jean Leroux frappant à notre porte. Son sourire, sa voix grave. Les soirées où Bernard était en déplacement et où Jean montait prendre un verre. Juste un verre, Eliane. Pour ne pas que tu sois seule. Les conversations qui s'éternisaient. Les silences confortables. La façon dont il me regardait. Comme si j'étais intéressante. Comme si ce que je disais comptait. Bernard ne me regardait jamais comme ça. Bernard me parlait de factures et d'horaires et de ce qu'il fallait acheter pour le dîner. Mais Jean me parlait de livres, de musique, de voyages qu'il avait faits. Il me demandait ce que je pensais, ce que je ressentais, des questions que personne ne m'avait jamais posées. Et j'aimais ça. J'aimais me sentir vue, entendue, vivante. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose? Vraiment quelque chose. Je fouillais ma mémoire. Il y avait eu cette soirée, en mars 2000. Bernard était parti à Bordeaux pour une formation de 3 jours. J'étais seule avec Sophie. Jean était monté. On avait bu du vin, plus que d'habitude. On avait ri. Il m'avait raconté des histoires de son enfance en Bretagne. Je lui avais parlé de la mienne, de mes rêves de jeune fille, de devenir institutrice, de voyager. Des rêves que j'avais abandonnés pour me marier, pour être une bonne épouse, une bonne mère. Il m'avait regardée avec tellement de douceur. Il avait dit « Tu es tellement plus que ce que tu crois, Eliane ». Et quelque chose en moi s'était ouvert. Quelque chose que j'avais gardé fermé pendant des années. Nous nous étions rapprochés sur le canapé. Nos mains s'étaient touchées, puis nos lèvres, et après. Je ne me souvenais pas exactement. Ou peut-être que je ne voulais pas me souvenir. Le lendemain matin, je m'étais réveillée dans mon lit, seule. Jean était parti. J'avais mal à la tête. J'avais honte. J'avais décidé que rien ne s'était passé. Ou que si quelque chose s'était passé, ce n'était qu'une erreur, une faiblesse, quelque chose à oublier. 2 mois plus tard, j'avais découvert que j'étais enceinte. J'avais 50 ans. Je n'avais jamais imaginé avoir un autre enfant. Bernard avait été surpris. Puis, content. Il avait dit « C'est un miracle, Eliane, un cadeau de Dieu ». Et j'avais accepté cette version. Parce que c'était plus facile. Parce que l'alternative était impensable. Maman. La voix de Sophie m'a ramenée au présent. Tu te souviens maintenant? Je la regardais. Ses yeux, ses cheveux, sa bouche. Je cherchais Bernard en elle. Mais ce que je voyais, c'était Jean. La forme de son nez. Ses mains longues et fines. Sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Comment avais-je pu ne pas le voir? Comment avais-je pu passer 32 ans à regarder ma fille sans faire le lien? Parce que je ne voulais pas voir. Parce que voir aurait tout détruit. Mon mariage, ma vie, l'image que j'avais de moi-même. Alors j'avais choisi de ne pas voir, de construire une réalité alternative où tout était simple et propre et acceptable. Sophie continuait de parler. Quand j'étais adolescente, je me posais des questions. Pourquoi mes cheveux étaient si différents des tiens et de ceux de papa? Pourquoi j'étais grande alors que vous étiez tous les deux petits? Pourquoi j'aimais dessiner et créer alors que personne dans la famille ne faisait ça? Tu me disais que je tenais de ma grand-mère paternelle ou d'une tante éloignée. Des explications vagues. Mais qui me suffisait parce que j'étais enfant. Mais en grandissant, les questions sont devenues plus fortes. À 20 ans, j'ai commencé à chercher. J'ai regardé des photos de famille. J'ai essayé de me voir en elles. Mais je ne me voyais pas. J'ai demandé à papa s'il avait des photos de quand il était jeune. Il m'en a montré quelques-unes. Un petit garçon blond avec des lunettes rondes. Rien qui me ressemblait. J'ai cherché dans tes albums à toi,
toi jeune avec tes cheveux noirs et raides, tes yeux sombres, encore une fois rien. Puis un jour, je suis tombée sur une photo que tu avais cachée tout au fond d'un tiroir. Une photo de toi avec un homme que je ne connaissais pas. Vous étiez dans un parc. Tu souriais. Un vrai sourire. Pas le sourire poli que tu avais sur les photos avec papa. Un sourire qui illuminait ton visage. L'homme était grand, mince, cheveux gris. Il avait la main sur ton épaule. Derrière la photo, il y avait écrit « Nantes 2000 » avec Jean. J'ai gardé cette photo. Je l'ai emportée à Paris. Et j'ai commencé à chercher qui était Jean. Ça m'a pris des années. J'ai fouillé les archives en ligne, les réseaux sociaux, les annuaires. Finalement, j'ai trouvé un Jean Leroux qui avait vécu à Nantes dans les années 90 et 2000, qui avait déménagé à Lyon en 2003. J'ai trouvé son adresse, son numéro. Et en janvier de cette année, je l'ai contacté. Au début, il ne voulait pas me parler. Il disait qu'il ne savait pas qui j'étais, que c'était une erreur. Mais je lui ai envoyé ma photo, et il a appelé le lendemain. Sa voix tremblait. Il a dit « Mon Dieu, tu ressembles tellement à ma sœur ». J'ai demandé s'il avait connu Eliane Morel à Nantes. Il y a eu un long silence, puis il a dit oui. Oui, je l'ai connue. Nous nous sommes rencontrés en février, dans un café à Lyon. J'avais tellement peur. Peur qu'il me rejette, peur de ce que j'allais découvrir. Mais quand je l'ai vu, tout a été clair. C'était comme me regarder dans un miroir déformé par le temps. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'a raconté son amitié avec toi, avec papa. Il m'a dit qu'il t'aimait, qu'il avait toujours été amoureux de toi, mais que tu étais mariée, que tu ne partirais jamais. Alors il était resté à distance. Mais cette nuit-là, cette nuit de mars 2000, vous aviez franchi une ligne. Le lendemain, il s'était senti tellement coupable qu'il avait évité de revenir pendant des semaines. Puis quand il était revenu, tu lui avais dit que vous ne deviez plus jamais en parler, que c'était une erreur, que ça ne s'était jamais passé, et il avait accepté, parce qu'il t'aimait, parce qu'il voulait rester dans ta vie, même si ce n'était que comme ami. Mais c'était trop difficile. Alors en 2003, il avait déménagé à Lyon. Il ne t'avait jamais dit au revoir. Il ne savait pas que j'existais. Jusqu'à ce que je le contacte. Nous avons fait un test de DNA. Pour être sûr. Et voilà le résultat. Je ne savais pas quoi dire. Quoi penser? Toute ma vie venait de se réécrire. Bernard n'était pas le père de Sophie. Jean l'était. Ma fille n'était pas qui je pensais qu'elle était. Ou plutôt, elle était exactement qui elle était. Mais moi, je ne l'avais jamais vraiment vue. Parce que voir aurait signifié admettre ce que j'avais fait. Admettre que j'avais trompé mon mari, que j'avais menti pendant 32 ans, que toute notre famille était construite sur un mensonge. Avant de continuer, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Vous êtes toujours là, toujours à écouter. Ça me touche plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez jusqu'à maintenant et ce que vous auriez fait différemment. Et ce que vous comprenez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Appuyez sur j'aime si cette histoire vous fait réfléchir. Abonnez-vous parce que ce n'est que le début. Et il y a une nouvelle histoire ici chaque jour. Des histoires vraies, des histoires qui pourraient être les vôtres. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après. Parce que le pire n'était pas encore arrivé. Nous sommes restés dans ce café pendant 3 heures. Sophie m'a tout raconté. Ses rencontres avec Jean. Comment il lui avait parlé de sa vie, de ses regrets, de son amour pour moi. Comment il avait pleuré en apprenant qu'il avait une fille. Comment il voulait la connaître. Être dans sa vie si elle le voulait bien. Et elle le voulait. Parce qu'elle avait passé toute sa vie à chercher d'où elle venait. Et maintenant, elle savait. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait tout ça maintenant. Pourquoi ne pas avoir gardé le secret? Elle m'a regardé avec une tristesse profonde. Parce que maman, je suis enceinte. Et je refuse de construire la vie de mon enfant sur un mensonge. Je refuse de faire ce que tu as fait, de cacher, de nier, de prétendre. Mon enfant grandira en connaissant la vérité, sur qui est son père, sur qui est son grand-père biologique, sur toute l'histoire, même les parties difficiles. Surtout les parties difficiles. Et Bernard, est-ce qu'il sait? Non, pas encore. Mais il faut que tu lui dises. Sophie, je ne peux pas.
Si je lui dis, ça va tout détruire. Maman, c'est déjà détruit. Ça l'a toujours été. Tu as juste refusé de le voir. Mais maintenant, tu n'as plus le choix. Parce que Jean veut connaître sa fille, et sa petite-fille ou son petit-fils, et je veux qu'il soit dans nos vies, ce qui signifie que la vérité doit sortir. J'ai pris le train de retour à Nantes dans un état second. Je ne me souviens pas du voyage. Je ne me souviens que du bruit du train et de mes pensées qui tournaient en boucle. Comment allais-je dire ça à Bernard? Un homme qui m'avait donné sa confiance pendant plus de 50 ans. Un homme qui avait élevé Sophie comme sa propre fille. Un homme qui ne méritait pas ça. Mais avait-il vraiment élevé Sophie? Je repensais à toutes ces années. Bernard avait été présent, oui. Il avait payé les factures. Il avait accompagné Sophie à l'école. Il l'avait aidée avec ses devoirs de mathématiques. Mais est-ce qu'il l'avait vraiment connue? Est-ce qu'il avait remarqué sa passion pour le dessin? Ses questions sur l'architecture? Sa façon de voir le monde différemment? Ou est-ce qu'il avait juste fait ce qu'on attendait de lui? Être un père dans les gestes, mais pas dans le cœur. Je suis rentré à la maison. Bernard lisait le journal dans le salon. Il a levé les yeux. Alors, comment va Sophie? Bien. Elle va bien. Qu'est-ce qu'elle voulait? On a juste parlé. De quoi? De choses et d'autres. Eliane, tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, Bernard. Je suis juste fatiguée. Le voyage. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé le dîner, mécaniquement. J'ai mis la table. Nous avons mangé en silence. Bernard a allumé la télévision. J'ai fait la vaisselle. Puis je suis allée me coucher. Mais je ne dormais pas. Je fixais le plafond. Bernard ronflait doucement à côté de moi. Et je me demandais comment j'avais pu vivre toute une vie sans jamais vraiment regarder ce qui se passait, sans jamais poser les vraies questions, sans jamais affronter la vérité. Les jours suivants ont été un brouillard. Je faisais mes tâches habituelles. Je faisais les courses. Je préparais les repas. Je parlais à Bernard de la météo et des voisins. Mais dans ma tête, je n'étais pas là. J'étais en train de rejouer toute ma vie. De voir tous les moments où j'avais choisi de détourner le regard. Tous les moments où j'avais accepté une version simplifiée de la réalité parce que c'était plus confortable. Ma mère m'avait appris ça. À ne pas faire de vagues, à accepter ce qu'on nous donnait, à ne pas demander plus, à ne pas questionner, et j'avais passé toute ma vie à suivre ces règles, mais maintenant ces règles me suffoquaient. Sophie m'appelait tous les jours. « Maman, tu lui as dit. »« Pas encore. »« Quand ? » ?»« Bientôt. »« Maman, tu ne peux pas continuer comme ça. »« Je sais, mais j'ai besoin de temps. » De temps pourquoi? Pour trouver les mots, pour me préparer. « Maman, il n'y a pas de bons mots. Il n'y a que la vérité. Et plus tu attends, plus ce sera dur. » Elle avait raison. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin de comprendre d'abord. De comprendre comment j'en étais arrivée là. Comment une femme qui valorisait tant l'honnêteté avait pu vivre un mensonge pendant plus de 30 ans. Je suis retournée dans ma mémoire. À ma propre enfance. Mon père, Joseph. Un homme dur, silencieux, qui rentrait du travail fatigué et ne voulait pas être dérangé. Ma mère Geneviève. Douce, mais éteinte. Comme si la vie l'avait vidée de sa lumière. Ils ne se parlaient presque pas. Ils fonctionnaient comme des colocataires, pas comme des époux. Et moi, j'avais grandi en pensant que c'était ça l'amour. Cette coexistence tranquille, sans passion, sans connexion profonde. Quand j'avais rencontré Bernard, il m'avait semblé être un bon choix. Stable, fiable, comme mon père, mais sans la dureté. Nous nous étions mariés parce que c'était ce qu'on faisait. Nous avions construit une vie parce que c'était ce qu'on attendait de nous. Mais est-ce que nous nous étions jamais vraiment aimés? Ou est-ce que nous avions juste joué les rôles qu'on nous avait assignés? Et puis Jean était arrivé. Avec ses questions, son intérêt, sa capacité à me voir comme une personne et pas juste comme une épouse ou une mère. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me traitait comme si j'avais de la valeur, comme si ce que je pensais comptait. Et j'avais été tellement affamée de cette attention que j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Mais après j'avais eu tellement peur. Peur de perdre ma vie, ma sécurité, mon identité. Alors j'avais choisi l'oubli.
j'avais choisi de croire que rien ne s'était passé. Et quand Sophie était née, j'avais choisi de croire qu'elle était la fille de Bernard. Parce que l'alternative était trop terrifiante. Maintenant, cette alternative me fixait en face, et je ne pouvais plus détourner le regard. 2 semaines après ma rencontre avec Sophie, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Mon cœur battait trop vite. J'avais du mal à respirer. J'ai pensé que je faisais une crise cardiaque. J'ai réveillé Bernard. Il m'a emmenée aux urgences. Le médecin a fait des examens. Mon cœur était normal. C'était une crise d'angoisse. Le stress, m'a-t-il dit. À votre âge, il faut faire attention. Essayez de vous reposer, d'éviter les situations stressantes. Comment pouvais-je éviter la situation la plus stressante de ma vie? Comment pouvais-je me reposer quand chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Sophie? Le test de DNA, le nom de Jean, la vérité que je devais dire. Bernard était inquiet. « Eliane, qu'est-ce qui se passe? Tu es différente depuis ton voyage à Paris. Qu'est-ce que Sophie t'a dit? Rien d'important. Alors pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Distante, nerveuse. Tu ne manges presque plus. Tu ne dors pas. Dis-moi ce qui ne va pas. » J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. Mais les mots ne sortaient pas. J'avais trop peur. Peur de sa réaction. Peur de perdre tout ce que nous avions construit. Même si ce que nous avions construit n'était qu'une illusion. Sophie m'a appelé le lendemain. « Maman, j'ai parlé avec Jean. Il veut venir à Nantes. Il veut te voir, te parler. » « Non, Sophie. Pas maintenant. Quand alors? Je ne sais pas. Maman, ça fait presque 3 semaines. Tu ne peux pas continuer à repousser. Je sais, mais... Mais quoi? Mais j'ai peur, Sophie. Peur de quoi? De tout perdre. Maman, tu ne vas rien perdre que tu n'as déjà perdu il y a longtemps. Tu vivais dans une illusion. Maintenant, tu as la chance de vivre dans la vérité. C'est effrayant, oui. Mais c'est aussi libérateur. Libérateur. Le mot résonnait en moi. Est-ce que ça pouvait vraiment l'être? Est-ce que dire la vérité après tant d'années pouvait vraiment apporter la liberté? Ou est-ce que ça allait juste tout détruire? La semaine suivante, Jean a appelé. Directement sur mon téléphone portable. Sophie lui avait donné mon numéro. Eliane. C'est Jean. Sa voix. Je ne l'avais pas entendue depuis plus de 20 ans, mais je la reconnaissais immédiatement. Grave, douce, avec cet accent breton qu'il n'avait jamais perdu. Jean. Oui. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Sophie m'a tout raconté. Je sais. Je suis désolée, Eliane. De quoi? De ne jamais t'avoir dit, de ne jamais avoir su. Pour Sophie. Ce n'est pas ta faute. On ne savait ni l'un ni l'autre. Mais maintenant, on sait. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On affronte la vérité. Ensemble. Nous avons convenu de nous voir, dans 2 jours, dans le même café où Sophie et moi nous étions parlé, rue Crébillon, à 15h. Bernard serait à son club d'échecs. Il ne saurait pas. Ces 2 jours ont été les plus longs de ma vie. Je tournais en rond dans l'appartement. Je regardais des photos de Sophie enfant. Je cherchais des ressemblances, avec Bernard, avec Jean, avec moi. Et ce que je voyais maintenant, c'était Jean partout, dans ses yeux, dans son sourire, dans la façon dont elle penchait la tête. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Le jour est arrivé. Je me suis habillée avec soin, comme si l'apparence pouvait masquer le chaos intérieur. Je suis partie en disant à Bernard que j'allais faire des courses. Il n'a pas posé de questions. Il ne posait jamais de questions. Jean m'attendait déjà au café, assis à une table près de la fenêtre. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient tout blancs maintenant, son visage marqué par le temps. Mais ses yeux étaient les mêmes, doux, intelligents, tristes. Il s'est levé quand il m'a vu. Nous nous sommes regardés. Puis nous nous sommes assis. Le serveur est venu. J'ai commandé un thé, Jean un café. Nous attendions que le serveur s'éloigne. Puis nous avons parlé, ou plutôt nous avons essayé. Les mots étaient difficiles, lourds. Jean a commencé. « Eliane, je ne sais pas quoi dire. Sauf que je suis désolée. De tout. De cette nuit-là. De ne pas t'avoir contacté après. De ne pas avoir su pour Sophie. Si j'avais su, Tu aurais fait quoi? Je ne sais pas. Mais j'aurais voulu savoir. J'aurais voulu avoir le choix. Le choix de quoi?
d'être son père, d'être dans sa vie. Mais tu n'as pas eu ce choix. Parce que je ne t'ai pas laissé la voir. Parce que j'avais trop peur. Et maintenant je dois affronter ce que j'ai fait, ce que nous avons fait. Nous avons parlé pendant 2 heures, de cette nuit de mars 2000, de ce que nous avions ressenti, de pourquoi nous avions fait ce choix. Jean m'a dit qu'il m'aimait, qu'il m'avait toujours aimé, mais qu'il savait que je ne quitterais jamais Bernard, que je ne briserais jamais ma famille. Alors, il avait accepté de rester ami, jusqu'à ce que ça devienne trop douloureux. Alors, il était parti. Je lui ai dit que je ne savais pas si je l'avais aimé, que je ne savais même pas ce qu'était l'amour, que toute ma vie j'avais fait ce qu'on attendait de moi, sans jamais me demander ce que je voulais vraiment, et que maintenant, à 79 ans, j'étais en train de découvrir que je ne me connaissais pas moi-même. Jean a pris ma main. Il a dit « Il n'est jamais trop tard, Eliane, pour la vérité, pour la liberté, pour vivre vraiment, même si c'est difficile, même si ça fait mal. » Nous nous sommes quittés avec un plan. Jean viendrait à Nantes le mois prochain. Nous parlerions tous les 3, moi, Sophie et lui, et ensuite je dirai la vérité à Bernard. Peu importe les conséquences. En rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose de nouveau, une sorte de clarté, comme si un brouillard se levait. J'avais encore peur, mais j'avais aussi de la détermination. Pour la première fois de ma vie, j'allais choisir la vérité, même si elle détruisait tout ce que j'avais construit, parce que ce que j'avais construit n'était pas réel, et il était temps de vivre dans la réalité. Le mois qui a suivi a été le plus étrange de ma vie. Je vivais dans 2 mondes en même temps. Le monde visible où j'étais Eliane Morel, épouse de Bernard depuis 57 ans, mère de Sophie, habitante du passage des Tanneurs, et le monde invisible où j'étais une femme qui avait menti pendant 3 décennies, qui portait un secret si lourd qu'il menaçait de tout écraser. Bernard ne remarquait rien. Ou peut-être qu'il ne voulait pas remarquer. C'est drôle comme on peut vivre avec quelqu'un pendant tant d'années et ne jamais vraiment le voir. Il continuait sa routine. Levé à 7 heures, petit déjeuner avec 2 tartines et du café noir. Lecture du journal. Sortie pour ses courses ou son club d'échecs. Retour pour le déjeuner. Sieste. Télévision. Dîner. Encore télévision. Lit à 22 heures. Chaque jour exactement pareil. Une vie en boucle. Sans surprise. Sans passion. Sans vraie connexion. J'observais tout ça maintenant avec des yeux différents. Comme si je regardais un film de ma propre vie. Et je me demandais comment j'avais pu accepter ça pendant si longtemps. Cette existence tranquille et vide. Cette cohabitation sans amour véritable. Nous étions 2 étrangers qui partageaient un appartement et quelques souvenirs. Mais est-ce que nous avions jamais vraiment partagé nos âmes? Est-ce que nous nous étions jamais vraiment connus? Sophie m'appelait tous les 2 jours. « Comment tu vas, maman? Je tiens le coup. Tu as réfléchi à comment tu vas lui dire? » « Oui. J'y pense tout le temps. Mais je ne trouve pas les bons mots. Il n'y a pas de bons mots, maman. Il y a juste la vérité. Elle sera dure, peu importe comment tu la présentes. Je sais, mais je veux au moins essayer de ne pas lui faire plus de mal que nécessaire. Maman, il va avoir mal. C'est inévitable. Mais ce n'est pas ta faute. Enfin, si c'est ma faute. J'ai menti. Non, maman. Tu as survécu. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire à l'époque. Maintenant, tu fais différemment. C'est ça qui compte. Je me suis mise à écrire. Des lettres que je n'envoyais jamais. À Bernard, à Sophie, à Jean, à moi-même. J'essayais de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce parcours étrange que ma vie avait pris. J'écrivais sur ma mère Geneviève qui ne m'avait jamais appris à être heureuse, juste à être convenable. J'écrivais sur mon père Joseph qui ne m'avait jamais regardé vraiment, pour qui j'étais invisible. J'écrivais sur Bernard qui était un bonhomme, mais pas mon homme. Pas dans le sens profond. J'écrivais sur Jean qui pendant une brève période m'avait fait sentir vivante, vraiment vivante. Et j'écrivais sur Sophie, ma fille qui n'était pas vraiment ma fille avec Bernard, mais qui était entièrement mienne, parce que je l'avais portée, mise au monde, élevée, même si je ne l'avais jamais vraiment vue,
même si j'avais passé à côté de qui elle était vraiment parce que j'avais trop peur de regarder. Un soir, Bernard m'a surprise en train d'écrire. « Qu'est-ce que tu fais, Eliane ?» J'écris. « Je vois bien. » « Mais quoi ? » ?»« Des souvenirs. »« Pour qui ? » ?»« Pour moi. »« Pour me souvenir. »« De quoi ? » ?»« De tout. De ma vie. » Il a haussé les épaules, comme tu veux. Et il est retourné à son journal. Voilà à quoi ressemblait notre mariage. Aucune curiosité, aucun intérêt réel pour ce que l'autre pensait ou ressentait. Juste une coexistence polie et distante. Et pendant des décennies, je m'étais dit que c'était suffisant, que c'était normal, que tous les mariages étaient comme ça. Mais maintenant, je savais que non. Maintenant, je savais que j'avais accepté si peu parce que je ne croyais pas mériter plus. Les jours passaient. Jean devait venir dans une semaine, puis dans 5 jours, puis dans 3. Mon anxiété grandissait. J'avais du mal à dormir. Je me réveillais au milieu de la nuit avec le cœur qui battait fort. Je me levais. J'allais à la cuisine. Je préparais du thé que je ne buvais pas. Je regardais par la fenêtre la cour sombre et silencieuse. Et je me demandais si j'aurais le courage de faire ce que je devais faire. Dois-je vraiment vous le dire maintenant ? Ce qui s'est passé quand Jean est arrivé. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas ? Toujours à écouter cette vieille femme raconter sa vie compliquée. Ça me touche. Vraiment. Alors dites-moi, d'où vous regardez ? Quelle heure il est chez vous ? Est-ce que vous avez déjà été dans une situation où vous deviez dire une vérité qui allait tout changer ? Mettez-le dans les commentaires, parce que je lis tous vos messages, et ils me donnent du courage. Appuyez sur j'aime si vous comprenez ce que je traverse. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire tous les jours ici. Des histoires de gens comme vous et moi. Des gens qui essaient juste de faire de leur mieux avec ce que la vie leur donne. Maintenant, laissez-moi continuer. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est le moment où tout bascule vraiment. Jean est arrivé un jeudi après-midi, le 23 avril 2022. Il pleuvait. Une de ces pluies fines et persistantes qui rendent Nantes encore plus grise. Nous avions prévu de nous retrouver tous les 3, Jean, Sophie et moi, dans un petit restaurant près de la cathédrale. Un endroit tranquille où nous pourrions parler sans être dérangés. J'ai dit à Bernard que je sortais déjeuner avec une ancienne collègue. Il a à peine levé les yeux de son journal. « D'accord, Eliane. Amuse-toi bien. Pas de questions, pas de curiosité, comme toujours. » Je suis arrivée la première. J'ai choisi une table dans le fond, loin des fenêtres, loin des regards. J'ai commandé de l'eau. Mes mains tremblaient. Sophie est arrivée 10 minutes plus tard. Elle m'a embrassée. Elle avait l'air fatiguée. Les premiers mois de grossesse la rendaient nauséeuse. Mais ses yeux brillaient. Il y avait quelque chose en elle. Une sorte de paix. Comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Comment tu te sens, maman ?» Terrifiée. « C'est normal. Il va arriver bientôt. »« Je sais. Tu es prête ?»« Non. Mais je suppose qu'on n'est jamais vraiment prêt pour ce genre de choses. » Elle a pris ma main. « Maman, tout va bien se passer. Tu ne peux pas savoir ça, Sophie. »« Non, mais je le crois. Et toi, tu dois le croire aussi. » Jean est arrivé à 13 heures précises. Il portait un imperméable beige. Des gouttes de pluie brillaient dans ses cheveux blancs. Il nous a vus. Il a souri. Un sourire nerveux mais chaleureux. Il s'est approché. Sophie s'est levée. Ils se sont regardés, puis ils se sont embrassés. Un père et sa fille qui se rencontraient vraiment pour la 2e fois seulement. Mais entre eux, il y avait déjà quelque chose. Un lien invisible, mais solide. Jean s'est tourné vers moi. « Eliane. »« Jean, comment vas-tu ? » ?»« Bien. Toi ? » ?»« Ça va ? Nous étions maladroits. Comme 2 adolescents. Nous nous sommes assis. Le serveur est venu. Nous avons commandé. Sans vraiment savoir ce que nous commandions. L'important n'était pas la nourriture. C'était ce que nous allions dire. Sophie a commencé. « Je voulais qu'on se voie tous les 3 avant que maman parle à Bernard. Pour qu'on soit d'accord sur comment avancer. Pour qu'on soit une équipe. » Jean a hoché la tête. « Je comprends. » « Eliane, tu as décidé quand tu vas lui dire. »« Je pensais ce week-end. Samedi peut-être. Quand tu seras partie, Sophie. Quand je serai seule avec lui. Tu veux que je sois là ? » ?»« Non, je dois le faire seule. Et après. Après, on verra.
Ça dépendra de sa réaction. Jean a pris la parole. Eliane, je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis pas là pour détruire ta vie. Je ne veux pas te prendre quelque chose. Je veux juste connaître ma fille. Et mon petit enfant quand il naîtra. Si Bernard et toi vous voulez rester ensemble, je respecterai ça. Je ne m'imposerai pas. Mais Sophie a le droit de savoir d'où elle vient. Et ton enfant aussi, Sophie. Il a le droit de connaître son grand-père. Sophie a souri. Merci, Jean. Ça compte beaucoup. Et moi j'ai senti quelque chose se briser en moi. Parce que j'entendais la gentillesse dans sa voix, la sincérité. Et je réalisais que cet homme que j'avais effacé de ma mémoire pendant 20 ans était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui méritait mieux que ce que je lui avais donné. Quelqu'un qui aurait pu être un bon père pour Sophie si je lui en avais donné la chance. Nous avons parlé pendant 2 heures. De la vie de Jean à Lyon, de son travail d'ingénieur dont il était à la retraite maintenant, de sa femme décédée il y a 5 ans, d'un cancer, de sa solitude depuis, de comment la révélation de Sophie avait bouleversé sa vie. Mais dans le bon sens, parce que soudain, il avait une raison de se lever le matin, une raison d'espérer, une famille. Sophie lui a parlé de sa grossesse. Le bébé était prévu pour octobre, une petite fille. Jean a eu les larmes aux yeux. Une petite fille. Ma petite fille à moi va avoir une petite fille. C'est incroyable. Comment tu vas l'appeler? Je pensais à Camille. Camille. C'est joli. C'était le prénom de ma sœur, ta tante. Elle est morte jeune, d'une maladie. Mais c'était quelqu'un de lumineux, de fort. Je pense qu'elle aurait adoré savoir qu'une petite Camille portait son nom. Je les regardais parler, se découvrir, tisser ce lien qui aurait dû exister depuis 32 ans, et je sentais le poids de ma culpabilité, de tout ce temps perdu, de toutes ces années où Jean aurait pu être là pour Sophie, où Sophie aurait pu avoir un père qui la voyait vraiment, qui comprenait sa créativité, son besoin de comprendre, son regard unique sur le monde. Bernard ne l'avait jamais comprise. Il la trouvait bizarre, trop compliquée, trop dans sa tête. Il disait pourquoi elle dessine tout le temps au lieu de jouer dehors comme les autres enfants. Pourquoi elle pose autant de questions? Pourquoi elle ne peut pas juste être normale? Et moi, je défendais Sophie mollement, mais je ne la comprenais pas vraiment non plus, parce que je ne voulais pas voir qu'elle ne venait pas de nous, qu'elle venait de quelqu'un d'autre. Nous nous sommes quittés devant le restaurant. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil perçait les nuages. Sophie a embrassé Jean, puis moi. « À samedi, maman. Tu peux le faire? Je sais que tu peux. » Jean m'a regardé. « Courage, Eliane. Quoi qu'il arrive, après, tu auras fait ce qu'il fallait. Ce ne sera peut-être pas facile, mais ce sera vrai. Et la vérité, elle libère toujours, même quand elle fait mal. » Je suis rentrée chez moi. Bernard regardait un match de rugby à la télévision. « Comment était ton déjeuner? »« Bien. Ta copine va bien? »« Oui, bien. » Il a reporté son attention sur l'écran. Et moi, je suis allée dans la chambre. Je me suis assise sur le lit. Et j'ai pleuré. Pour tout ce temps perdu. Pour toutes ces années de mensonges. Pour la vie que j'aurais pu avoir si j'avais eu le courage d'être honnête. Avec moi-même. Avec les autres. Le vendredi, j'ai fait le ménage. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. Comme si en nettoyant l'espace physique, je pouvais nettoyer aussi ma conscience. J'ai lavé les vitres, passé l'aspirateur, fait la poussière, changé les draps, rangé les placards. Bernard me regardait avec étonnement. « Qu'est-ce qui te prend, Eliane? Tu fais le grand ménage, juste besoin de bouger, de m'occuper. » Le soir, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à côté de Bernard qui ronflait paisiblement. Et je répétais dans ma tête ce que j'allais dire. « Bernard, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose de difficile, de très difficile. Il y a 32 ans, j'ai fait une erreur. Non pas une erreur. Un choix. Un choix que j'ai regretté mais que j'ai caché. Et maintenant, je ne peux plus cacher. Parce que Sophie a découvert la vérité. Et la vérité, c'est que... C'est que quoi, Eliane? Crache-le. La vérité, c'est que Sophie n'est pas ta fille biologique. Elle est la fille de Jean Leroux, notre ancien voisin.
l'homme avec qui j'ai passé une nuit en mars 2000 pendant que tu étais à Bordeaux. Je voyais déjà son visage. La confusion d'abord, puis l'incrédulité, puis la colère, la trahison, la douleur, 57 ans de mariage, 57 ans de confiance, détruits en quelques phrases. Comment pourrait-il me pardonner? Comment pourrais-je me pardonner? Mais je devais le faire. Pour Sophie, pour Jean, pour Camille, qui n'était pas encore née, et pour moi, pour la femme que je voulais être. Pas la femme qui se cachait, mais la femme qui affrontait ses erreurs, qui assumait ses choix, qui vivait dans la vérité même quand la vérité était laide. Le samedi matin est arrivé, le 25 avril, une belle journée de printemps. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, ironique comme la nature pouvait être belle quand ta vie était sur le point d'imploser. Bernard s'est levé de bonne humeur. Il a préparé le café. Il a mis de la musique. Une vieille chanson de Charles Aznavour. Il fredonnait. Je ne l'avais pas vu aussi léger depuis longtemps. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Il m'a parlé de son club d'échecs, d'un tournoi qui allait avoir lieu le mois prochain. Il était content, détendu. Et moi j'avais l'estomac noué. Je ne pouvais rien avaler. Juste boire mon café. Noir. Amer. Après le petit déjeuner, il a lu son journal, comme tous les samedis. Puis il a dit « Je vais au marché. Tu veux que je rapporte quelque chose ?» Non merci, Bernard. Rien. Bon, je reviens dans 1 heure. D'accord. Il est parti. J'ai entendu la porte se fermer. Ses pas dans l'escalier. Puis, le silence. J'étais seule, avec ma peur, avec ma décision. Je suis allée à la fenêtre. J'ai regardé la cour. Les géraniums que j'avais plantés l'année dernière. Le vieux banc en bois. Le chat du voisin qui se prélassait au soleil. Tout semblait normal, paisible. Mais rien n'allait plus être normal après aujourd'hui. Bernard est rentré 1 heure plus tard, avec ses sacs de courses, des légumes, du fromage, du pain frais. Il a tout posé sur la table de la cuisine. Puis, il m'a regardé. « Eliane, tu es toute pâle. Ça va? »« Oui. »« Enfin non. Il faut que je te parle, Bernard. De quoi? Viens, assieds-toi au salon. » C'est sérieux? Sa bonne humeur s'est évaporée. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. C'est le médecin. » « Non, ce n'est pas ça. »« Alors quoi? » Nous nous sommes assis. Lui dans son fauteuil préféré. Moi sur le canapé, face à lui. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Mes mains tremblaient. J'ai pris une grande inspiration. « Bernard, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais je n'ai pas eu le courage. Et maintenant, je n'ai plus le choix. » Il me regardait, inquiet. Confus. « Dis-moi, Eliane, qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Sophie. Sophie, qu'est-ce qu'elle a? Elle va bien? Oui, elle va bien. Mais, il y a un mais. Oui, un gros mais. Elle a découvert quelque chose, sur elle-même, sur nous, sur notre famille. Et cette découverte change tout. » Bernard se penchait en avant. « Eliane, tu me fais peur. Qu'est-ce que Sophie a découvert? Elle a découvert que tu n'es pas son père biologique. » Le silence était assourdissant. Bernard me fixait, comme s'il n'avait pas compris, comme si les mots n'avaient pas de sens. Puis il a répété. « Quoi? Tu n'es pas son père biologique. Comment c'est possible? Qui est son père alors? » Jean Leroux. Notre ancien voisin, l'homme qui habitait au 2e étage, l'homme qui est parti en 2003. Tu te souviens de lui? Bernard était devenu blanc. Jean Leroux. Mais comment? Quand? En mars 2000. Tu étais à Bordeaux pour une formation. 3 jours. Jean et moi, on a passé une nuit ensemble. Une seule nuit. J'étais seule. Je ne sais pas ce que j'étais, Bernard. Perdu peut-être. En manque d'attention. En manque de connexion. Ce n'est pas une excuse, je sais. Mais c'est ce qui s'est passé. Bernard s'est levé. Il marchait de long en large, ses mains sur sa tête. Non, 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 ce n'est pas possible. Sophie est ma fille. Je l'ai élevée. Depuis qu'elle est née. Elle me ressemble. Elle. Il s'est arrêté.
Il m'a regardée. Elle ne me ressemble pas du tout, en fait. Je me suis toujours dit qu'elle tenait de ta famille. Mais, mon Dieu, Eliane, tu m'as menti pendant 32 ans. 32 ans. Je pleurais maintenant. Je sais, Bernard. Je sais et je suis tellement désolée. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? À moi. À nous. Je ne sais pas. J'avais peur. Peur de tout perdre. Peur que tu me quittes. Peur que notre vie s'écroule. Alors j'ai choisi de me taire. De faire comme si rien ne s'était passé. Et quand Sophie est née, je me suis convaincue qu'elle était ta fille. Parce que c'était plus simple. Parce que c'était moins douloureux. Bernard s'est rassis. Il avait la tête dans les mains. Sa voix était brisée. Sophie le sait. Oui. Depuis quand? Depuis quelques semaines. Elle a fait un test de DNA. Comment? Pourquoi? Elle avait des doutes depuis longtemps. Sur qui elle était, d'où elle venait. Elle a retrouvé Jean. Ils se sont rencontrés. Ils ont fait le test. Et le résultat est sans équivoque. Jean Leroux est son père biologique. Le silence durait. Lourd. Écrasant. Puis Bernard a levé les yeux vers moi. Et toi, Eliane? Qu'est-ce que tu ressens? De la honte, de la culpabilité, du soulagement aussi, parce que je n'ai plus à porter ce secret toute seule, mais surtout de la tristesse. Pour toi, pour nous, pour tout ce temps perdu dans le mensonge. Est-ce que tu l'aimais? Jean. Je ne sais pas, Bernard. Honnêtement, je ne sais pas. Je crois que j'aimais l'attention qu'il me donnait. Le fait qu'il me voyait, qu'il s'intéressait à ce que je pensais, à ce que je ressentais. Des choses que toi, il s'est raidi. Des choses que moi, quoi. Des choses que tu ne faisais pas, Bernard. Tu étais un bon mari, fiable, présent, mais nous n'avons jamais vraiment été connectés. Pas vraiment. Nous vivions ensemble, mais nous étions seuls, chacun dans notre monde. Il s'est levé à nouveau. Il est allé à la fenêtre. Il regardait dehors, sans rien dire. Les minutes passaient, interminables. Puis il s'est retourné. « Je veux que tu partes, Eliane. »« Quoi ? » ?»« Je veux que tu partes. Maintenant. Je ne peux pas te regarder. Je ne peux pas être dans la même pièce que toi. Tu m'as détruit. Tu comprends ça. Tu as détruit toute ma vie. Tout ce en quoi je croyais. Bernard, s'il te plaît. Non. Pas de s'il te plaît. Pars. Va chez Sophie. Ou chez Jean. Ou n'importe où. Mais ne reste pas ici. Je me suis levée. Les jambes tremblantes. J'ai pris mon sac. Ma veste. Bernard. Oui, je suis désolée. Il n'a rien dit. Il me tournait le dos. Je suis sortie. J'ai fermé la porte derrière moi. Et en descendant les escaliers, je me suis effondrée. Assise sur une marche, pleurant comme je n'avais jamais pleuré. Pour Bernard, pour Sophie, pour moi, pour toutes nos vies brisées par mes choix, par mes peurs, par mon incapacité à être courageuse quand il le fallait. J'ai marché dans les rues de Nantes sans savoir où aller. Mes pieds me portaient sans que je décide vraiment de la direction. Je suis passé devant la cathédrale Saint-Pierre, devant le château des Ducs de Bretagne, le long de la Loire. Les gens autour de moi vivaient leur samedi normal. Ils faisaient leurs courses, ils riaient avec des amis, ils promenaient leurs chiens. Et moi, je marchais avec mon monde qui s'écroulait. J'ai fini par m'asseoir sur un banc au Jardin des Plantes, l'endroit où Bernard et moi venions nous promener tous les dimanches pendant des années. Les arbres étaient en fleurs, des enfants jouaient sur la pelouse, un couple de personnes âgées se tenait la main. Et moi j'étais seule, plus seule que je ne l'avais jamais été. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Sophie. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air. » Je lui ai dit. Il m'a mise dehors. « Oh, maman. » Je suis tellement désolée. Où tu es? Au Jardin des Plantes. Reste là. J'arrive. Tu n'as pas besoin d'eux. Si j'ai besoin. Tu es ma mère. Et tu ne seras pas seule aujourd'hui. Sophie est arrivée une demi-heure plus tard. Elle m'a trouvée toujours assise sur le même banc. Elle s'est assise à côté de moi. Elle a passé son bras autour de mes épaules. Et nous sommes restés comme ça. Sans parler. Juste être ensemble. Mère et fille.
unis dans la douleur que j'avais causée. Finalement, Sophie a parlé. Raconte-moi. Je lui ai tout raconté. Comment je l'avais dit à Bernard, sa réaction, ses mots, le fait qu'il m'avait demandé de partir. Sophie écoutait. Son visage montrait de la tristesse, mais pas de surprise. Maman, je savais que ce serait difficile, qu'il serait en colère, mais avec le temps. Tu crois qu'il va me pardonner? Je ne sais pas, maman. Honnêtement, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que tu as fait ce qu'il fallait. Enfin, après toutes ces années, tu as choisi la vérité. C'est courageux. Courageux. Je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais lâche, parce que j'avais attendu si longtemps, parce que j'avais laissé le mensonge grandir pendant des décennies, jusqu'à ce qu'il devienne trop gros pour être contenu. Tu viens chez moi ce soir. À Paris. Non, Sophie. Je ne veux pas m'imposer. Tu ne t'imposes pas. J'insiste. Tu ne peux pas rester seule ce soir. Viens. On parlera. On réfléchira à la suite. Nous avons pris le train pour Paris. Le voyage a duré 2 heures. Je regardais le paysage défiler, la campagne, les petites villes, les champs cultivés, et je pensais à ma vie, à comment j'étais passée de jeune fille pleine d'espoir à femme âgée pleine de regrets, à tous les choix que j'avais faits, ou plutôt que je n'avais pas faits, parce que la plupart du temps, je n'avais pas vraiment choisi. J'avais juste accepté ce que la vie me donnait, sans questionner, sans lutter, sans demander plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous qui m'écoutez. Est-ce que vous aussi vous avez parfois l'impression d'avoir laissé la vie vous arriver au lieu de la créer? Est-ce que vous aussi vous regardez en arrière et vous vous demandez comment vous en êtes arrivé là? Dites-le moi. Mettez-le dans les commentaires, parce que ces questions m'habitent. Et je crois qu'elles habitent beaucoup d'entre nous. Appuyez sur j'aime si vous ressentez ça. Abonnez-vous si vous voulez continuer ce voyage avec moi. Il y a une nouvelle histoire tous les jours. Des histoires vraies. Des histoires de gens qui cherchent, qui doutent, qui essaient de comprendre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après. Parce que parfois, les fins ne sont pas celles qu'on attend. Mais elles sont les fins dont on a besoin. L'appartement de Sophie était petit, mais lumineux. Un studio dans le 11e arrondissement avec de grandes fenêtres qui donnaient sur une cour intérieure. Des plantes partout. Des livres empilés sur des étagères, des dessins accrochés au mur. C'était chaleureux, vivant, tellement différent de notre appartement du passage des tanneurs avec ses meubles sombres et ses rideaux toujours tirés. « Assieds-toi, maman. Je vais faire du thé. » Sophie s'affairait dans sa petite cuisine. Je regardais autour de moi. Sur un mur, il y avait une série de dessins, des esquisses architecturales, mais aussi des portraits. Je me suis approchée. L'un des portraits me représentait. Moi, il y a des années. Assise dans notre cuisine, regardant par la fenêtre. L'expression sur mon visage était triste, absente, perdue. « Tu as dessiné ça quand ?» Sophie s'approchait avec 2 tasses fumantes. « Quand j'avais 16 ans, tu regardais souvent par cette fenêtre, comme si tu cherchais quelque chose. Ou quelqu'un. Mais tu ne trouvais jamais. C'est l'impression que j'avais en te regardant. Je ne savais pas que tu me voyais comme ça. Je te voyais, maman. Même si tu ne me voyais pas vraiment, je te regardais. J'essayais de te comprendre. De comprendre pourquoi tu semblais si triste, si enfermée. Maintenant, je comprends mieux. Nous nous sommes assises. Sophie m'a tendu ma tasse. « Maman, je veux te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. »« D'accord, je t'écoute. Ce qui s'est passé avec Jean, ce n'était pas juste une erreur. C'était toi qui essayais de vivre, d'être vue, d'exister autrement que comme épouse et mère, et le fait que tu aies choisi d'oublier cette nuit, de faire comme si elle n'avait jamais existé. C'était ta façon de survivre dans un mariage qui ne te nourrissait pas. Je ne dis pas que c'était bien, ou que Bernard ne mérite pas d'avoir mal, mais je dis que je comprends, et que je ne te juge pas. » Les larmes coulaient sur mes joues. « Sophie, je t'ai volé ton père. Jean aurait pu être dans ta vie, te connaître, t'aider à grandir, et à cause de moi, tu ne l'as pas eu. Maman, arrête. Tu ne m'as rien volé, parce que jusqu'à maintenant, je ne savais même pas qu'il existait.
Et oui, ça aurait été différent si je l'avais connu enfant. Peut-être mieux, peut-être pas. On ne peut pas savoir. Mais ce qu'on peut faire maintenant, c'est avancer. Jean est là, je suis là, toi tu es là. On peut construire quelque chose de nouveau. Pas effacer le passé, mais créer un futur différent. Et Bernard? Qu'est-ce que je fais pour Bernard? Tu lui laisses du temps. Tu le laisses digérer. Peut-être qu'il reviendra vers toi, peut-être pas. Mais tu ne peux pas forcer les choses. Tu as fait ta part en disant la vérité. Maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire avec ça. Et toi, tu dois décider aussi. Est-ce que tu veux rester mariée avec lui? Est-ce que ce mariage te rend heureuse? Ou est-ce que tu y restes juste par habitude, par peur d'être seule? Sa question me frappait en plein cœur, parce que je n'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Est-ce que je voulais rester avec Bernard? Ou est-ce que je restais parce que c'était ce qu'on faisait? Parce qu'à 79 ans, on ne quitte pas son mari. Parce que c'était impensable, scandaleux. Mais qu'est-ce que je voulais vraiment? Pour la première fois de ma vie, cette question se posait, et je n'avais pas de réponse. Je suis restée chez Sophie tout le week-end. Nous avons parlé. De tout. De son enfance, de ses souvenirs, de comment elle s'était sentie en grandissant. Différente, décalée. Comme si elle ne rentrait pas dans le moule. Bernard qui ne comprenait pas ses passions, qui la trouvait bizarre. Moi qui essayais de la rendre plus normale, plus conforme, sans jamais vraiment la voir. Je lui ai demandé pardon pour toutes les fois où je ne l'avais pas soutenue, où je ne l'avais pas comprise, où j'avais choisi la facilité plutôt que de la défendre. Elle a pleuré, moi aussi. Mais c'était des larmes nécessaires, des larmes qui nettoyaient, qui ouvraient un espace pour quelque chose de nouveau. Le dimanche soir, Jean est venu nous rejoindre. Il a apporté à dîner des plats préparés d'un traiteur lyonnais, du poulet aux morilles, des gratins, une tarte aux pralines. Nous avons mangé ensemble tous les trois. Et pour la première fois, j'ai senti ce que c'était d'être en famille. Vraiment en famille. Pas juste cohabiter, mais se connecter. Rire ensemble. Partager. Jean m'a demandé comment j'allais. Pas bien. Mais ça va aller. Bernard va revenir vers toi. Tu crois? Je ne sais pas, Eliane, mais je sais que tu es forte, plus forte que tu ne le penses. Tu as fait quelque chose d'incroyablement difficile. Dire la vérité après tant d'années. Beaucoup de gens n'auraient jamais eu ce courage. Sophie a posé sa main sur son ventre. Elle commençait à avoir un petit arrondi. Jean l'a remarqué. Elle grandit. Oui. Chaque jour. Je sens déjà ses mouvements, de petits papillons. Jean souriait, les yeux brillants. Ma petite fille. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je vais être grand-père. C'est le plus beau cadeau que la vie m'ait jamais fait. Je les regardais. Ces deux personnes que mon mensonge avait séparées pendant des décennies. Maintenant réunies, heureuses. Et je ressentais quelque chose d'étrange. Un mélange de tristesse pour le temps perdu et de joie pour ce qui commençait. C'était complexe, douloureux, mais aussi plein d'espoir. Lundi matin, je suis retournée à Nantes. Sophie voulait que je reste, mais je devais affronter ma vie. Affronter Bernard. Savoir où nous en étions. J'ai pris le train tôt. Le voyage m'a semblé encore plus long qu'à l'aller, parce que je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand je suis arrivée au passage des tanneurs, j'ai monté les escaliers lentement, le cœur battant. J'ai mis ma clé dans la serrure. J'ai ouvert la porte. Bernard était assis au salon, dans son fauteuil. Il ne regardait pas la télévision. Il fixait juste le mur. Il s'est tourné vers moi quand je suis entrée. Ses yeux étaient rouges. Il n'avait pas dormi. Ça se voyait. Bernard. Eliane. Je suis désolée. Je sais. Moi aussi. Nous sommes restés là, debout, à quelques mètres l'un de l'autre, un silence lourd entre nous. Puis Bernard a parlé. J'ai beaucoup réfléchi ce week-end. À nous, à notre mariage, à tout. Et j'ai compris quelque chose. Tu as raison. Nous n'avons jamais vraiment été connectés. J'ai été un mari correct, mais je ne t'ai jamais vraiment vu. Je ne t'ai jamais demandé ce dont tu avais besoin, ce que tu ressentais. J'étais dans ma routine, dans ma vie, et je pensais que c'était suffisant. Ce n'est pas une excuse pour ce que j'ai fait, Bernard. Non,
Mais ça explique peut-être pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu as cherché ailleurs ce que tu ne trouvais pas ici. J'aurais dû te le dire, t'en parler, pas aller voir ailleurs. Je sais, mais tu ne l'as pas fait, et moi je n'ai pas su te donner un espace où tu pouvais le dire. Alors nous sommes tous les deux responsables de l'état de notre mariage. Il s'est levé. Il s'est approché de moi. Sophie. Elle n'est pas ma fille biologiquement, mais je l'ai élevée. Je l'aime. C'est compliqué maintenant. De savoir qu'elle vient d'un autre homme, que toutes ces années j'ai cru quelque chose qui n'était pas vrai. Mais ça ne change pas l'amour que j'ai pour elle. Ça change juste tout le reste. Est-ce que tu peux me pardonner, Bernard? Je ne sais pas, Eliane. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais je ne te déteste pas. Je suis en colère, blessée, trahie. Mais sous tout ça, il y a aussi de la tristesse. Pour nous, pour le couple qu'on aurait pu être et qu'on n'a jamais été. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. On vit au jour le jour. On voit comment on se sent, si on peut reconstruire quelque chose, ou si c'est fini. Je ne sais pas, Eliane. Je ne sais vraiment pas. Les semaines suivantes ont été étranges. Bernard et moi vivions ensemble, mais séparément. Nous étions polis, distants. Nous parlions du quotidien, du temps, des courses, mais jamais de nous, jamais de Sophie, jamais de l'avenir. C'était comme vivre en suspens, entre deux mondes, ne sachant pas où nous allions atterrir. Sophie appelait tous les jours. « Comment ça va, maman? Ça va? Bernard et toi? On cohabite. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Il t'a parlé. De quoi il ressent? Un peu, mais pas vraiment. Il est fermé. Tu lui laisses du temps. Oui, c'est tout ce que je peux faire. » Un soir fin mai, Bernard m'a surprise. Il est rentré avec un petit paquet. « C'est pour toi. Pour moi. Pourquoi? Ouvre. » J'ai ouvert. C'était un livre, un roman. Cendrillon à Manhattan. J'ai regardé Bernard sans comprendre. « Tu m'as dit une fois il y a très longtemps que tu aimais lire, mais que tu n'avais jamais le temps. Je me suis dit que peut-être maintenant tu aurais le temps. » C'était un geste simple, minuscule, mais il signifiait quelque chose. Il signifiait que Bernard essayait, à sa façon, de me voir, de se souvenir de qui j'étais au-delà de l'épouse et de la mère. Merci Bernard. C'est gentil. J'ai commencé à lire le soir, pendant que Bernard regardait la télévision, et je redécouvrais le plaisir des mots, des histoires, des mondes imaginaires, quelque chose que j'avais abandonné il y a des décennies, quelque chose qui me revenait maintenant, lentement, comme une partie de moi qui se réveillait. En juin, Sophie est venue nous rendre visite, avec Jean. C'était la première fois que Bernard allait le rencontrer. J'avais peur de cette rencontre, peur qu'elle soit explosive, violente. Mais Bernard m'avait dit « Je veux le voir. Je veux voir l'homme qui est le père de Sophie, l'homme avec qui tu, enfin, je veux juste le voir. » Ils se sont rencontrés dans un café, neutre, public. Sophie et moi étions là aussi. Les deux hommes se sont regardés, puis Jean a tendu la main. « Bonjour Bernard, je suis Jean Leroux. » Bernard a hésité, puis il a serré la main. Bernard Morel. Ils se sont assis, face à face. Deux hommes que le destin avait liés par une femme et une enfant. Jean a parlé le premier. « Monsieur Morel, je veux que vous sachiez que je ne suis pas là pour prendre quoi que ce soit. Sophie vous aime. Vous êtes l'homme qui l'a élevée, qui a été là pour elle. Je respecte ça. Mais je suis aussi son père biologique. Et je veux faire partie de sa vie si elle me le permet, et faire partie de la vie de ma petite fille quand elle naîtra. Je ne cherche pas à vous remplacer, juste à avoir une place. » Bernard écoutait. Son visage était dur, fermé. Puis il a parlé. Sa voix était basse, contrôlée. « Vous avez couché avec ma femme. » « Oui, il y a plus de 20 ans. Une nuit, j'étais amoureux d'elle. Je l'ai toujours été. Mais elle était mariée. Avec vous. Cette nuit-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais après, elle a dit que c'était une erreur, que ça ne devait jamais se reproduire. Et je suis partie de Nantes, parce que c'était trop douloureux de la voir sans pouvoir être avec elle. Je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas que Sophie existait. Si j'avais su, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais voulu savoir. Bernard le regardait. « Vous l'aimiez ? » « Oui, plus que tout.
Et maintenant? Maintenant, c'est différent. 20 ans ont passé. Elle a vécu sa vie. Moi, la mienne. Mais il y a toujours une affection, un respect, une connexion. Bernard s'est tourné vers moi. Et toi, Eliane? Est-ce que tu l'aimes? Le présent, pas le passé. Je ne sais pas, Bernard. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ressens. Pour lui, pour toi, pour tout. Je suis perdue. Mais ce que je sais, c'est que je veux arrêter de mentir. À toi, à moi, à tout le monde. La conversation a duré 1 heure, difficile, tendue, mais aussi étrangement libératrice. Parce que tout était sur la table maintenant. Plus de secrets, plus de non-dits, juste la vérité, crue, imparfaite, mais vraie. À la fin, Bernard s'est levé. Il a regardé Jean. Je ne peux pas dire que je vous pardonne. Je ne peux pas dire que je comprends. Mais je peux dire que je respecte votre honnêteté. Et que pour Sophie, pour ma fille, je vais essayer de faire avec cette situation. Puis il s'est tourné vers Sophie. Tu seras toujours ma fille, Sophie. Peu importe ce que dit un test de DNA. Je t'ai vu grandir. J'étais là. Et rien ne pourra enlever ça. Sophie s'est levée. Elle a embrassé Bernard. Merci, papa. Merci de ne pas me rejeter. De ne pas nous rejeter. Bernard est parti le premier. Jean est parti peu après. Sophie et moi sommes restés. Ma fille me regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Du respect peut-être. De l'admiration. Maman, tu as fait quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit la vérité. Et tu as tenu bon. Malgré la douleur, malgré la peur, tu as choisi l'honnêteté. Et ça m'inspire. 6 mois ont passé depuis ce jour au café. 6 mois pendant lesquels ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Nous sommes maintenant en octobre 2022. Les feuilles tombent des arbres au jardin des plantes. L'air est frais. L'automne s'installe à Nantes avec ses couleurs chaudes et ses soirées qui raccourcissent. Et moi, je suis assise dans mon petit appartement. Pas celui du passage des tanneurs. Un nouveau. Un appartement que j'ai loué en juillet. Un studio lumineux rue Kervégan. Avec une grande fenêtre qui donne sur la place du Bouffay. C'est petit. Mais c'est à moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai mon propre espace. Mon propre refuge. Un endroit où je peux être simplement moi. Bernard et moi avons décidé de nous séparer. Pas un divorce officiel, pas encore, mais une séparation à l'amiable. Nous avons compris tous les deux que notre mariage était terminé depuis longtemps, qu'on s'accrochait à une coquille vide par habitude, par peur du changement, par cette croyance qu'on devait rester ensemble parce que c'est ce qu'on avait promis il y a 57 ans. Mais les promesses faites par des jeunes gens qui ne se connaissaient pas vraiment peuvent-elles tenir toute une vie? Nous avons décidé que non, que nous méritions mieux que cette existence grise et sans joie. Le jour où je suis partie de l'appartement du passage des tanneurs, Bernard m'a aidé à porter mes cartons. Nous avons fait plusieurs voyages, en silence d'abord. Puis il a dit « Tu sais, Eliane, je ne suis pas en colère contre toi. Plus maintenant. Je suis surtout triste. Triste pour nous, pour le couple qu'on aurait pu être si on avait été plus courageux, si on avait osé se parler vraiment, se dire ce qu'on ressentait, ce dont on avait besoin. Mais nous ne l'avons pas fait. Et maintenant, il est trop tard. Pas trop tard pour tout, Bernard. Juste trop tard pour nous en tant que couple. Mais pas trop tard pour être des personnes meilleures. Des individus plus honnêtes, plus vivants. Il a souri. Un sourire triste, mais sincère. Tu as raison. C'est ça le cadeau de tout ça. La possibilité de recommencer. Même à notre âge. Nous nous voyons encore de temps en temps. Pour prendre un café. Pour parler de Sophie. De la petite Camille qui est née il y a 3 semaines. Une magnifique petite fille avec des cheveux noirs et des yeux curieux qui regardent le monde comme s'il était plein de merveilles. Bernard est venu la voir à la maternité. Il a pris la petite dans ses bras. Il a pleuré, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Et il a dit « Elle est parfaite, absolument parfaite ». Sophie lui a demandé « Tu veux être son grand-père ?» Bernard a hoché la tête. « Si tu veux de moi.
Bien sûr que je veux de toi, papa. Tu seras toujours mon père, le père qui m'a élevé, qui m'a appris à faire du vélo, qui m'a aidé avec mes devoirs de mathématiques, qui était là. Rien ne changera jamais ça. Jean était là aussi, dans la chambre d'hôpital. Les deux hommes se sont regardés, puis Bernard a tendu le bébé à Jean. « Tenez, prenez votre petite fille. » Jean a pris Camille avec des mains tremblantes. Il la regardait avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange d'émerveillement et de gratitude et d'amour pur. Il a murmuré « Bonjour, ma belle. Je suis ton grand-père Jean, et je te promets que je serai là pour toi. Toujours. » Moi, j'étais dans un coin de la chambre, regardant cette scène improbable. Deux grands-pères pour une enfant. Deux hommes qui auraient nu pu se détester, mais qui choisissaient la paix. Pour Sophie, pour Camille, pour l'avenir. Et je réalisais que c'était ça le vrai courage. Pas de dire la vérité une fois dans un moment de crise, mais de continuer à choisir l'honnêteté, la générosité, le pardon. Jour après jour. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Avant de continuer, je veux vous remercier. Vous qui êtes restés avec moi jusqu'ici. Vous qui avez écouté cette vieille femme raconter son histoire compliquée et imparfaite. Vous qui m'avez accompagné à travers la honte et la peur et finalement vers quelque chose qui ressemble à la paix. Ça compte énormément pour moi. Alors s'il vous plaît, dites-moi, d'où vous regardez? Quelle ville? Quel pays même? Et quelle heure il est chez vous? Est-ce le matin? Le soir? Le milieu de la nuit? Mettez-le dans les commentaires parce que je veux savoir. Je veux savoir que mes mots vous ont touché. Que mon histoire a résonné en vous. Appuyez sur j'aime si vous avez ressenti quelque chose en écoutant. Si ça vous a fait réfléchir à votre propre vie, à vos propres secrets, à vos propres peurs. Abonnez-vous parce qu'il y a une nouvelle histoire ici tous les jours. Des histoires vraies. Des histoires de gens comme vous et moi qui essaient de naviguer dans cette vie compliquée. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris, ce que tout ça m'a enseigné. Parce que peut-être que ça vous aidera. Peut-être que quelqu'un parmi vous a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Ma vie aujourd'hui est différente de tout ce que j'ai connu. Je vis seule pour la première fois. À 79 ans, j'apprends ce que c'est que d'être indépendante, de prendre mes propres décisions, de structurer mes journées comme je le veux. Au début, c'était terrifiant. Je me réveillais le matin et je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait personne pour qui préparer le petit déjeuner, personne dont s'occuper, personne à qui rendre des comptes. Juste moi, et mes pensées, et mes choix. Mais petit à petit, j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé à découvrir qui j'étais en dehors des rôles que j'avais joués toute ma vie. L'épouse, la mère, la femme convenable. J'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que je veux faire du temps qui me reste? Parce qu'à 79 ans, je ne sais pas combien d'années il me reste. Peut-être 5, peut-être 10, peut-être 15 si j'ai de la chance. Mais je ne veux plus les gaspiller à faire semblant, à vivre une vie qui n'est pas vraiment la mienne. J'ai recommencé à lire. Beaucoup. Des romans, des essais, de la poésie, des choses que je n'avais jamais osé lire avant. J'ai découvert des auteurs qui parlèrent de choses dont on ne parlait pas dans ma génération. De désirs, de regrets, de vies non vécues, et je me reconnaissais dans leurs mots. Je me sentais moins seule, moins bizarre, moins coupable. J'ai aussi commencé à écrire. Pas juste des lettres que je n'envoie pas, mais mes mémoires, l'histoire de ma vie, de ma vraie vie. Pas la version édulcorée que je racontais aux autres, mais la version honnête, avec les erreurs, les mensonges, les moments de faiblesse, les moments de force aussi. J'écris pour moi d'abord, pour comprendre, pour faire la paix avec mon passé. Mais peut-être qu'un jour, Sophie lira ces pages, et Camille quand elle sera assez grande. Et elles comprendront que leur grand-mère était humaine, imparfaite, mais qu'elle a essayé, à sa façon, de faire mieux. Je vois Sophie toutes les semaines maintenant. Elle vient à Nantes avec Camille,
ou je prends le train pour Paris. Nous passons du temps ensemble. Vraiment ensemble. Pas juste côte à côte en faisant semblant. Nous parlons. De tout. De rien. De ses projets professionnels. De sa maternité. De ses peurs. De ses joies. Et elle me parle aussi de sa relation avec Jean. Qui grandit. Qui se construit. Lentement mais sûrement. Jean et moi sommes devenus amis. C'est étrange à dire, après tout ce qui s'est passé. Mais c'est la vérité. Nous nous voyons parfois quand il vient à Nantes. Nous prenons un café. Nous parlons. De nos vies. De Sophie. De Camille. Mais aussi de nous. De qui nous sommes devenus. De ce que nous avons appris. Il me dit souvent, Eliane, tu es différente maintenant. Plus libre. Plus toi-même. Et c'est vrai. Je me sens plus moi-même que je ne l'ai jamais été. Est-ce qu'il y a quelque chose entre nous? Les gens me posent souvent cette question. Sophie, Bernard même, et ma réponse est toujours la même. Je ne sais pas. Je ne cherche pas à savoir. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Seule, indépendante, apprenant à m'aimer moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose. Peut-être pas. Mais ce n'est pas urgent. Ce n'est pas nécessaire. Je suis complète toute seule. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible il y a 1 an. Bernard aussi a changé. Il s'est inscrit à un club de lecture. Il a commencé à faire du bénévolat dans une association qui aide les personnes âgées isolées. Il m'a dit l'autre jour, « Tu sais, Eliane, notre séparation a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne le voyais pas comme ça au début. J'étais en colère. Blessée. Mais maintenant je réalise que j'étais endormie. Je vivais sans vraiment vivre. Et maintenant je me réveille. À 79 ans, c'est tard. Mais ce n'est jamais trop tard. Il a raison. Ce n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Merci. Du fond de mon cœur de grand-mère à vous qui avez écouté. Prenez soin de vous là-bas. Soyez courageux. Soyez honnête. Surtout avec vous-même. Et n'oubliez jamais qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Jamais. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain, pour une nouvelle histoire, une nouvelle leçon, un nouveau voyage ensemble. Mettez vérité dans les commentaires, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous, partagez. Et surtout, vivez votre vérité, quelle qu'elle soit, où qu'elle vous mène, parce que c'est la seule vie que vous avez. Et elle mérite d'être vécue pleinement, honnêtement, courageusement.